Acheteur, il va convaincre son directeur général, son directeur financier d'accepter de payer plus cher pour prendre moins de risques. Ah, on est schizophrène, hein, sur le sujet. Un peu schizophrène. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Radio Achat. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Cédric Gott qui va venir nous partager son expérience, à qui on va pouvoir poser des questions sur son métier d'acheteur. Bonjour Cédric, bienvenue. Bonjour Jérémy, merci de m'accueillir sur le podcast. Pour commencer déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment peut-être si on reprend même les bases, comment tu es devenu acheteur et comment tu arrives ensuite. Bien sûr, sans souci. Moi, j'ai fait toutes mes études en alternance, de manière non étonnante au final, côté commerce. J'ai commencé côté commerce. Je trouve en tout cas à l'époque, c'était plus facile de trouver des études, côté commerce qu'achat. Surtout, bon, c'est plus connu, par les jeunes quand on sort d'études. C'est un métier auquel on est un peu plus, confronté et qu'on connaît un peu mieux. Donc j'ai commencé en tant que commercial, B2B, sur des fournitures de bureau et c'est, notamment à ce moment-là où j'ai été confronté à côtoyer des acheteurs. Donc j'ai, discuté avec eux, de leur métier que je connaissais finalement, très peu au fur et à mesure, ça m'a donné envie d'être de ce côté-là plutôt de la barrière que du côté, sales j'ai continué après mes études sur les achats. J'ai tout fait en alternance, donc ça m'a permis d'avoir un pied, aux études sur la partie théorique pour apprendre les bases et un pied dans la réalité du terrain. Donc le terrain, c'est tout ce que je connais, on va dire, in fine. Heu, BTS, licence, master. Et après donc sur le côté des achats, moi j'ai commencé dans les achats publics. 1 an d'achat public à la région centre, Centre Val de Loire maintenant. Puis, 2 ans, à la SACEM, donc rebasculer côté privé et la SACEM, c'est privé. Puis j'ai fait un cabinet de conseil pendant 3 ans, en fait Inora. 2 missions, longues. Première mission de 2 ans, je suis rentré pour 3 mois, j'ai fait 2 ans, dans le secteur de la défense, heu, chez MBDA, donc qui fait partie du groupe Airbus, entre autres, en tant qu'acheteur de prestations professionnelles. Puis en tant qu'acheteur, software, j'ai géré aussi un bout de hardware, mais j'étais principalement sur du soft et sur de la prestation intellectuelle. Heu, Puis 1 an de mission chez Capgemini. On a eu la chance, à l'époque avec mon cabinet de pouvoir, ouvrir le compte, chez Capgemini. Passer 1 an en tant que consultant chez Cap, en tant qu'acheteur software au niveau du groupe. Puis j'ai été internalisé. J'ai fait 3 ans et demi en tant qu'interne chez Capgemini, que j'ai quitté en fin 2023 et c'est à cette occasion que j'ai pu, intégrer Fujitsu en tant que responsable des achats sur, toutes les typologies d'achats, que ce soit des achats directs, des achats de logiciels, de prestations pour notre business, quand on est une ESN à l'instar de Capgemini. On est une ESN, globale, pavillon japonais et donc j'achète pour nos propres besoins et les besoins des clients. Et dans ton parcours, donc tu as eu plusieurs expériences. Est-ce que déjà ça t'a servi d'être passé du côté commercial? Est-ce que tu les comprends mieux quand tu travailles Alors, avec eux? moi, j'ai tendance à penser que oui. Je sais pas s'ils diront la même chose, mais très clairement, après, j'ai toujours tendance à considérer que même ceux qui ont pas ce vernis commercial, in fine, on est le pendant l'un de l'autre. C'est-à-dire, un vend, l'autre achète. On est des professionnels de la négociation, de la qualification d'un besoin. On a nous-mêmes nos propres clients internes. Pour les sales, finalement, leurs clients, mais externes. La relation est, on va dire, elle est complémentaire. Si on comprend pas notre interlocuteur, ce qu'il drive, au quotidien, ça va être compliqué. Je pense aussi d'être un bon acheteur, un bon responsable achat ou peu importe. De la même manière qu'un sales, s'il comprend pas son interlocuteur et ce qui va le motiver, le driver à passer à l'acte, ce ne sera pas un bon sales et je pense que c'est la même, situation des 2 côtés. Est-ce que tu penses qu'il y a des manières de faire ou des règles dans les marchés publics qui sont assez inspirantes et qui t'ont peut-être aussi, formé sur ton métier d'acheteur? Ah oui, tout à fait. C'est un métier qui est un peu sous les radars actuellement, enfin sous les spots plutôt, Mmh. des acheteurs publics puisqu'on en parle beaucoup. On parle de certaines dérives et je pense que ça c'est pas leur faire justice, aux acheteurs publics. Moi, je suis assez content d'avoir d'ailleurs commencé par les achats publics. Je pense que c'est ce qui a permis à bien me former à la méthode,
aux achats. Alors c'est vrai qu'on est quand même souvent sur du temps long. Après globalement, je trouve que les achats, c'est un achat, qualifié, technique ou des achats d'innovation, ils sont quand même souvent sur du temps long aussi. Hem, les achats publics en termes de bonnes pratiques, alors c'est lié à la régulation bien évidemment, mais au moins c'est mis en œuvre. En tout cas moi j'ai expérimenté, j'ai eu la chance de l'expérimenter là où j'étais. C'est, faire un audit de l'ensemble des besoins sur la fin de l'année avec l'exercice budgétaire. C'est lié donc à la régulation au niveau de la concaténation des seuils, qui va définir finalement la la manière dont on va conduire un appel d'offres. Soit d'ailleurs ce sera un appel d'offres, formel, soit ce sera ce qu'ils appellent un MAPA, ou en tout cas il y a plus de 10 ans maintenant on appelait un MAPA, je ne sais pas s'ils ont changé les terminologies, un marché à procédure adaptée. Mais, la concaténation des seuils, ou en tout cas, heu, toquer à la porte de chacune des directions pour comprendre sur l'année qui vient quels vont être leurs besoins. C'est quelque chose que j'ai finalement assez peu retrouvé dans le privé. Alors même qu'on a aussi des exercices de pilotage et de prévision budgétaire et de manière, surtout que moi j'ai fait des groupes cotés en bourse, donc la question du pilotage et des prévisions budgétaires, c'est réalisé. Mais in fine, la redescente des projets sur toute l'année, elle est assez peu définie dans le privé. Il y a aussi plus de largesse. Si on fait pas la bonne procédure au bon moment, ça a moins d'impact. En tout cas d'un point de vue, régulation. On n'a pas la préfecture qui va venir toquer à la porte et qui risquera d'annuler le marché. Qui compte, ça sera de dans le privé, ça sera de faire le projet de la manière la plus adaptée et la plus, honnête possible. Dans le public, à tout moment, n'importe qui peut faire une procédure, en référé qui viendra attaquer le marché, qui pourra même l'annuler et même ça, plusieurs mois après l'attribution, voire le début des prestations. Donc c'est une bonne pratique et quelque chose qui se faisait très bien dans les achats publics, en tout cas tel que moi je l'expérimente. Très bien. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ton poste actuel? Donc, Mmh. quel est ton rôle maintenant chez Fujitsu? Ouais. Ah ouais, j'ai intégré Fujitsu donc il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans, 3 mois. Initialement comme responsable des achats pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Puis on a intégré les Pays-Bas, ce qui est assez classique de gérer le Benelux entièrement. Et après suite à quelques modifications en interne, j'ai quitté le Benelux pour prendre l'Allemagne et la Suisse. Chez nous, la Suisse qui est pilotée avec la France, on a le même CODIR sur la France et la Suisse, enfin CODIR partagé. Donc actuellement, donc je suis responsable de toutes les typologies d'achat pour la France, la Suisse et donc l'Allemagne. J'ai en charge, 5 acheteurs qui sont, répartis, sur, les différents pays. J'ai pas d'acheteurs spécialisés. Bon, j'ai 5 acheteurs pour 3 pays, j'ai pas tellement de spécialisation dans mes équipes. Ils achètent, qui ont le plaisir de tout acheter, de tout voir. Donc ça peut aller, de la flotte auto aux assurances, marché de ménage, de téléphonie et aussi tout ce qui est, lié directement à notre business. Ça peut être, de la prestation de conseil plus spécialisée, on ne peut ne pas avoir dans nos propres équipes ou pas en quantité, suffisante. Ça peut être, du logiciel. Heu, on est un partenaire d'un certain nombre d'éditeurs, ou pas forcément partenaire, mais en tout cas on travaille avec un écosystème d'éditeurs. Bah, les plus connus, on peut penser à du Microsoft, du VMware, à puis, tous les éditeurs qu'on peut connaître, hein, ServiceNow. Heu, donc ça va être moi mes types de relations. Alors quand bien même on n'a pas de spécialisation, on a quand même on va dire des majeurs et des mineurs pour chacun. Moi j'ai tendance à m'occuper, du software, c'est ma spécialité. Moi j'ai fait, quasiment 10 ans de software avant de prendre ce rôle-là, donc c'est vrai que j'ai le plaisir d'échanger avec les éditeurs, marché en perpétuel mouvement. Mais mon rôle, c'est aussi de piloter les équipes, sur les différents pays et surtout de comprendre quels sont les besoins, où s'oriente le business, comprendre les spécificités locales de chacun des pays. Chaque pays a pas forcément le même business, qu'un autre, hein. Heu, en France, par exemple, on fait surtout ce qu'on appelle du workplace services et de l'infra. Ce qui est pas forcément le cas en Allemagne. En Allemagne, on va sur le marché du retail, sur les spécialisations du retail, donc grande distrib ou distrib spécialisée. Ça peut être aussi, le marché du hardware, hein. Fujitsu, c'est aussi un constructeur, avec, des serveurs, heu, historiquement des PC qu'on ne fait plus, mais c'était un marché en Allemagne qui était assez significatif parce que c'était surtout le centre, historique, sur l'Europe pour Fujitsu sur la partie, industrie et donc on est sur des marchés différents en fonction du pays.
Donc tu disais c'est une ESN, là tu dis qu'il y a aussi des data centers. C'est une boîte japonaise, c'est ça? Exactement, après c'est aussi assez alors, c'est assez japonais, c'est assez ADN japonais d'être, finalement multispécialisé plutôt que généraliste, où généraliste va revêtir un côté un peu négatif par rapport à ce que l'entreprise, souhaite faire dans son ADN. Mais souvent les sociétés, les entreprises japonaises, sont multispécialisées, vont développer et vont travailler en relation avec d'autres entreprises japonaises, hein. Le marché de Fujitsu, il est quand même très lié au marché domestique, très drivé au niveau global par ce qui est fait, localement, au Japon. Je crois à 60 de ce que fait, Fujitsu, ça reste quand même du domestique Japon. Mais c'est une ESN effectivement. Alors à la base, c'est un constructeur, heu, très, très connu en Asie, au Japon. Un peu moins sur l'Europe, malgré, mal de beaux succès, sur la partie mais c'est vrai que sur l'Europe, on a tendance à plutôt focaliser sur la partie ESN, la partie service, à l'instar d'un Capgemini comme j'ai pu expérimenter avant ou d'Atos avec Bull, par exemple. Il y avait le couple Atos-Bull, on va dire Fujitsu, historiquement, peut-être un peu moins sur le Atos des dernières années, mais historiquement ressemble, je pense à un Atos. Fujitsu Atos, voilà, avec la partie industrie et la partie service. Toi, tu as une équipe de 5 acheteurs, mais niveau groupe, en quelques chiffres, ça, ça représente quoi? En France, on est une équipe de 200 personnes. Le choix a été fait d'avoir des consultants spécialisés et les équipes, on va dire, certaines parties des équipes, corporate. Après tout ce qui est delivery, à part les consultants sur des technos, on est sur un principe de delivery center, nearshoré ou offshoré. Heu, pour l'Europe, on va avoir, Portugal, Espagne, Pologne principalement. Et sur le monde, on va avoir Inde, Malaisie, Philippines, et je crois Guatemala sur la partie américaine, ou Costa Rica. Guatemala, c'était chez Cap, mais je crois que c'est Costa Rica ici sur la plaque américaine. J'ai moins d'échanges sur la plaque américaine, mais en tout cas sur l'Asie, ça va être, Malaisie, Philippines, Inde. OK. OK, donc ouais, c'est un super groupe qui est à une taille un peu plus restreinte en France, mais niveau global, c'est, heu, c'est une C'est un énorme super entité. groupe, effectivement, qui est en constante évolution. Ça fait donc un peu plus de 2 ans que je suis ici, en valorisation boursière, parce que ça s'est jamais mieux porté qu'actuellement. En termes de chiffre d'affaires, avec la transformation sous-jacente, du groupe, qui se dirige de plus en plus sur le modèle d'une ESN, heu, il y a que des succès avec un chiffre, en hausse. Donc super groupe. ADN japonais, c'est la première fois que je suis confronté à un ADN japonais. Alors bien sûr, hein, chez Capgemini, j'avais l'habitude, du multiculturalisme. C'est vrai que j'ai eu la chance dans ma carrière d'évoluer, passer d'une région à un pays avec la SACEM, puis avec la Strat Europe chez MBDA et après, des rôles globaux, chez Fujitsu et chez Capgemini auparavant, multiculturel. Mais c'est vrai que l'ADN japonais, on le sent, ça drive l'entreprise différemment. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment on passe donc d'acheteur à directeur d'achat et qu'on manage une équipe? Quelles sont d'après toi, pour tous les acheteurs qui voudraient, passer ce cap-là, les compétences, les expériences ou peut-être les actions qu'il faut mener pour, être amené à évoluer dans ce sens-là? Bien sûr, après bon, je pense que ça dépendra des attentes dans chacune des entreprises et des appétences de chacun. En tout cas, moi, ce qui était pour mon cas personnel, c'est, bah, l'envie, très honnêtement. Je Mmh, pense que ce qui peut, heu, donner envie à d'autres de promouvoir des personnes, alors parce qu'en France, le rôle de manager est vu vraiment comme une promotion. Je pense que c'est pas l'unique voie pour être promu, hein. Je pense qu'il peut y avoir des rôles d'experts, des rôles transverses qui sont très bien et c'est tout à fait OK. Moi personnellement, j'avais cette envie de passer manager. J'avais l'occasion chez Capgemini de faire un bout de management, d'une certaine manière, parce que j'ai eu des apprentis chez Capgemini avec lesquels je crois que ça s'est pas trop mal passé. On est toujours en lien, en relation et on s'update assez régulièrement et chez Capgemini, j'avais aussi la chance de faire ce qu'on appelle du management opérationnel transverse. Moi, j'étais responsable d'un portefeuille, j'avais mon portefeuille de logiciels que je gérais pour l'ensemble du groupe, toutes BU, tous pays confondus. Hem Et je travaillais en collaboration quotidienne avec des acheteurs locaux. Donc le rôle de mes équipes actuellement chez Fujitsu et mon rôle aussi, toujours un pied dans l'opérationnel, un pied dans le management.
Moi, j'avais l'expertise donc sur mon portefeuille, je connaissais, ma catégorie, catégorie buyer, au final. Et les acheteurs locaux, eux, drivaient des deals, le business avec les sales, les pre-sales, bénéfice des clients, et eux, ils avaient pas la chance, en tout cas, ils avaient, pas le loisir d'être, spécialisés sur mon portefeuille. Nous, on était plusieurs catégories de managers sur le software avec chacun nos spécialités. Moi, c'était l'infra et ce qu'on va appeler maintenant, l'AI. À l'époque, c'était plus, de l'automatisation, c'était un melting pot de solutions qui maintenant conjointement sont, on va dire, l'AI. Donc c'était mes portefeuilles, mes expertises, et mon rôle, c'était de connaître, le marché, les entreprises sur ce marché, les modèles commerciaux, les interlocuteurs, commerciaux et techniques pour, avoir une discussion au bon niveau, au bon moment, de manière à le deal. Donc ouais, il y a des équipes catégories et des équipes, locales dédiées business, et moi j'avais cette couche de management opérationnel, d'expertise, et on travaillait, de temps en temps à 4 mains avec les acheteurs locaux, dans, la seconde moitié de la gestion d'un deal. À partir du moment où le deal commençait à être un peu significatif en termes de dépenses, on travaillait à 4 mains sur ça sans prendre le pas sur les acheteurs locaux, ou inversement, sans que les locaux prennent le pas sur la catégorie. C'est pas le but, c'était vraiment une collaboration, et donc j'ai pu avoir du management opérationnel et un peu de management, heu, hiérarchique avec les quelques apprentis. Et chez Fujitsu, bon, la petite histoire, c'est que je connaissais l'ancien responsable des achats chez Fujitsu, parce que c'était un ancien collègue de chez Capgemini avec lequel on avait gardé le lien, qui lui, à l'inverse de moi, a voulu faire, passer côté de sales, en fait, des achats vers les sales. Et il m'a dit: «Écoute, moi je vais libérer mon poste, je savais que c'est quelque chose qui t'intéressait. Est-ce que tu veux que je te recommande en interne?» Bah, je dis: «Avec grand plaisir». J'ai passé tous les entretiens avec, responsable des achats Europe, DG France, DG, Benelux à l'époque, et à l'issue des entretiens, j'ai eu la chance d'être pris et de piloter une équipe de 5 personnes. OK, très bien. Bah, merci pour ce retour d'expérience. Alors Cédric, je sais qu'on quand on a discuté avant, l'objectif c'était d'aborder un sujet achat. Donc je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu souhaitais partager? Et tu souhaitais me partager une expérience sur le risque fournisseur. Je le résume. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous raconter cette histoire qui t'est arrivée? Et après on discutera de l'impact que ça a pu avoir sur ta vision du métier d'acheteur et sur l'organisation. Bien sûr. Alors, je vais juste réélargir le sujet. La gestion de risque, ça fait partie intégrante du métier des acheteurs. C'est vrai que j'ai toujours vu, malgré nous et malgré tout, et ça fait toujours partie intégrante de notre travail, pas sous cette terminologie, mais globalement, on est toujours vu comme des cost killers. En tout cas, comme étant, significatif ou prégnant sur la question de l'optimisation des prix. Ça reste quand même un rôle pour lequel, les achats sont identifiés, et ça fait partie intégrante, donc pas de souci à ça. Mais effectivement, il peut y avoir des dérives. C'est pas l'unique, et c'est pas uniquement ça qui a causé la situation dont je parle juste après. Mais il peut y avoir des dérives, et ça peut amener à des situations critiques, compliquées, et notamment ça peut accentuer certains risques fournisseurs. Dans le cas présent, effectivement, on a parlé de défaillance fournisseur. C'est une défaillance qui a eu lieu, alors ce qui a eu lieu juste avant que j'arrive, mais dont les conséquences ont eu des résonances après mon arrivée. Défaillance de fournisseur, qui était en, je crois, source unique, chez nous, et qui était le logisticien. Logisticien donc unique, et quand je parle de logistique, je parle de flux, je parle de camions, je parle de livraison, mais je parle aussi de stockage. On avait un fournisseur avec lequel ça se passait, très bien, hein. Je pense que c'est aussi pour ça que c'était une source unique. Ça se passait bien, prestation avec, peu de choses à redire. Heureusement, et ça on l'avait pas identifié, c'est toujours un peu compliqué d'identifier ça, c'est que ce fournisseur était dépendant, d'après ce qu'on a cru comprendre après coup, à 70 d'un autre client. C'était pas une dépendance de notre société, à notre société, c'était une dépendance à un autre client, gros faiseur, mondial, implémenté, en Asie, très, très, très gros faiseur, et voilà, ce fournisseur était dépendant de 70, et ce client, ce donneur d'ordre, a décidé de réorienter ses flux vers un autre, fournisseur, de notre prestataire logistique, et malheureusement, notre prestataire a supporté et a dû, mettre la clé sous la porte, hein, banqueroute, pour lui, liquidation judiciaire, et on a dû, trouver des fournisseurs alternatifs.
bon, la chance dans notre malheur, c'est qu'en France, on n'est pas trop malheureux en termes de prestataires. La difficulté, c'est qu'il a fallu trouver quasiment du jour au lendemain un autre prestataire. Et ça se fait généralement pas dans les meilleures conditions, en tout cas, à y faire. Toujours en précipitation et avec des conséquences, 1 organisationnelles, 2 de contrat. On a momentanément, en tout cas, des ruptures de service, heu, sur, nos prestations logistiques auprès de nos clients. Comme je l'ai dit, on a un ADN aussi industriel. On a une partie de chez nous, on a une BU, produits, qui avait donc ses produits gérés par, ce logisticien également. Dans la partie service, on a aussi des prestations avec ce logisticien puisqu'on peut gérer la logistique ou une partie de la logistique de nos clients services. Ça peut être, l'entreposage et la livraison, par exemple, de leur laptop. Ça peut être, la masterisation des laptops, qui est également faite par le logisticien. Il peut avoir des bancs de masterisation, et donc du jour au lendemain, il a fallu qu'on redirige l'ensemble de ces flux vers, cette fois, 2 prestataires différents, de manière à éviter ça. La partie interne, en tout cas la partie, logistique, pour nos propres besoins avec, la partie produit et après diviser en fonction de ce qui faisait sens, heu, une partie de notre portefeuille client, qui était bénéficiaire des prestations de logistique et qu'il a fallu répartir, de manière plus ou moins, on va dire équitable, on va dire financièrement parlant auprès de 2 prestataires. Mais en tout cas, il a fallu répartir pour justement éviter potentiellement et on leur souhaite pas, hein, ça se passe très bien avec nos 2 prestataires, mais en toute transparence d'ailleurs avec les prestataires. On leur a expliqué d'où on venait, où est-ce qu'on voulait aller, ce que l'on voulait éviter, leur expliquer ce qui nous motivait et non pas l'envie de pas travailler avec l'un ou avec l'autre, mais l'envie de travailler avec 2 prestataires, alors eux ou d'autres, hein, in fine, mais en tout cas de travailler, de faire ça de bonne foi avec les 2 pour éviter ça ou en tout cas si jamais ça devait arriver et encore une fois on leur souhaite pas, d'avoir un plan de bascule, de dire: «OK, malheureusement celui-ci, ça va pas». Après ça peut ne pas aller financièrement, ça peut ne pas aller opérationnellement et donc on a une source de repli, en tout cas momentanée, à refaire l'erreur derrière de tout replier chez l'un, mais effectivement d'avoir un backup. Comme et juste pour finir sur ce point, ça peut être, là où je voulais entre guillemets «opposer» les 2 sujets qui est la négociation, et l'optimisation tarifaire, c'est que si on ne voit que le prix, heu, alors nous un très bon prix finalement, nous en tant que client, on peut en sortir gagnant en tout cas facialement sur les coûts. Mais sur, le fournisseur, lui, par exemple, il peut ne pas s'en relever. S'il fonctionne à marge trop faible, le moindre, problème qu'il, affronte, peut-être qu'il pourra pas le surmonter et peut-être il devra mettre la clé sous la porte. Donc faire attention aux négociations à l'extrême. Alors on est toujours là pour veiller au bon coût, mais je pense que c'est aussi pour ça que notre métier, c'est aussi de veiller à la connaissance du marché, autant qu'on peut, faire des benchmarks, se renseigner sur les vrais coûts de la vie, hein, le vrai coût des prestations et pas forcément le prix à tout va. D'ailleurs, je pense que c'est assez documenté dans la littérature des achats. La majorité des gains qui se font, ils se font pas tellement sur la négociation pure et dure avec le fournisseur. Bon, ça peut. On reprend l'exemple des prestataires, enfin des éditeurs logiciels où on va avoir des très gros discounts en négociant, mais on sait très bien que c'est dans le design, c'est dans la gestion des opérations, la critique positive du besoin que l'économie se fait. Très largement documenté, donc je vais pas m'en faire un spécialiste sur le sujet, mais la négociation in fine en queue de projet avec un fournisseur, elle représente pas tant dans le design. En effet, c'est un super cas d'école. Je pense que et ce cas-là, on pourrait le raconter dans les masters, pour remettre en effet et reparler de la valeur ajoutée d'un acheteur dans une entreprise. Où l'acheteur, je pense que lui, il est convaincu en fait de cette valeur ajoutée de la gestion du risque, des TCO qui sont des choses différentes, mais il y a plein d'autres manières d'apporter de la valeur dans une organisation. Cependant, je pense que la direction générale, la finance, elle attend de l'impact direct sur les PNL, pour clôturer les fins d'année. Bah, à 100 entre, je le vois ici, mais c'est pas le cas Nippon Fujitsu, mais c'est vrai que, après comme on dit, les objectifs doivent être smart. Quand on dit ça, il y a quoi dans smart? Il y a, à un moment donné, c'est mesurable. Le M, ça veut dire mesurable et qu'est-ce qui est plus mesurable qu'une économie? Mmh. C'est ce qui est le plus facile et à partir du moment où c'est chiffré, c'est mesurable et donc mon seul KPI officiel, ça reste, le saving. Le saving qui soit effectivement impact PNL ou qui soit cost avoidance, ça reste un savings, ça va être apprécié différemment par la finance et à juste titre. Mais mon seul KPI officiel
ça reste le cost avoidance, ça reste le PNL, c'est le savings. Après bien sûr, satisfaction client. C'est moins facilement mesurable, mais la satisfaction de nos clients internes, les directions avec lesquelles on travaille, l'adoption d'un point de vue, business, c'est très apprécié et très appréciable, mais oui, KPI, c'est net. C'est vrai Mmh. ici, c'était vrai ailleurs. Comment on reconvainc sa direction de cette vision long terme? Alors, je suis sûr que tous les dirigeants ont une vision long terme, mais ils ont du mal, je pense, je vais peut-être généraliser, mais à intégrer cette notion de risque court terme. Et comment l'acheteur, il va convaincre son directeur général, son directeur financier d'accepter de payer plus cher pour prendre moins de risques? Bah, on est schizophrène, hein, sur le sujet. On est un peu schizophrène. Parce qu'on est bien sûr drivé et puis il y a une question de dopamine. C'est sûr que quand on fait une belle négo, un beau chiffre à la fin, un beau delta entre la situation du début, situation de fin, tout le monde va être content, on va s'auto-féliciter et on va être félicité. On va essayer d'être félicité. Donc c'est vrai qu'encore une fois, à partir du moment où c'est mesurable, on va peut-être avoir tendance à se focaliser dessus puisque, bah, encore une fois, hein, ça stimule la dopamine, hein. On a un résultat concret, direct, visible, et potentiellement enthousiasmant. Il faut savoir se faire violence, se adopter une vision long terme, éviter de tomber dans la facilité. Mais mmh, en dehors de ça, je pense que ça permet aussi de compenser. On a des années de vaches maigres, on a des années de vaches grasses. Si l'économie va bien, des fois, on peut avoir tendance à moins se focaliser sur l'aspect négociation, mais plutôt sur l'aspect partenarial avec certains fournisseurs, ou l'aspect innovation, ou l'aspect vision complémentaire, ou développement conjoint de business. Dans les années de vaches maigres, on va être sur la renégociation du contrat, la gestion des risques, la remise en concurrence, le benchmark. On va avoir des points de focalisation qui vont être différents. Maintenant, je pense qu'effectivement, la clé, c'est une vision long terme et c'est ce qui peut, pas forcément, tu vas me dire, hein, quelque part, et je pense que n'importe qui finalement écoutera ce podcast sera en accord ou en désaccord, mais c'est aussi le rôle d'un responsable des achats, peut-être moins d'un acheteur. Pas entièrement vrai, parce que ça empêche pas un acheteur d'avoir une vision long terme, mais c'est vrai qu'un acheteur, ce qu'on va lui demander, c'est mettre le nez dans les dossiers et d'avoir la meilleure couverture de dépenses, spread coverage, et donc d'attaquer les dossiers et de travailler en continu avec les opérationnels, les donneurs d'ordre, les clients internes. Le rôle d'un responsable achat, c'est d'être moins dans l'opérationnel, d'être, plus dans l'échange, dans les grandes lignes, comprendre où est-ce que l'entreprise va. Moi, je pense que la stratégie achat, elle est, très grandement drivée par la stratégie de l'entreprise. Donc si on veut aligner stratégie achat, il faut comprendre la stratégie d'entreprise. C'est, si ce n'est de faire partie du CODIR, c'est en tout cas de pouvoir prendre les inputs du CODIR, heu et de comprendre où est-ce que l'entreprise va. Parce qu'en fonction de ça, notre sourcing, notre attention sur le panel fournisseur, il va changer. Et ça permet aussi de nous remettre en question sur nos habitudes prises avec les fournisseurs. Et quand je dis qu'on est, schizophrène, c'est parce que, bien souvent, il y a des leviers qui sont hyper connus en achat, qui sont la massification. Si je massifie avec un seul fournisseur, je vais avoir des meilleurs prix, je vais avoir peut-être un meilleur taux de transformation, un meilleur taux de réponse, un meilleur temps de réponse de la part de ce fournisseur parce qu'on va bien se connaître, on va bien connaître nos business. Mais, à massifier, on va être, dépendant. À être dépendant, on risque, si jamais il y a, une faillite de l'entreprise en face, bah, on risque la rupture de service nous aussi, ou on risque d'être, ce qu'on appelle le locking avec les éditeurs de logiciels. Si on massifie tout, par exemple, chez un Microsoft qui est un partenaire, un très bon partenaire pour nous, donc je vais pas critiquer, attention, hein, Microsoft ou la stratégie que nous on peut avoir avec Microsoft. Mais si on commence à faire, le cloud, la suite Office, la cybersec, j'en passe et des meilleurs avec Azure, avec, Microsoft, dont la stack Azure, ça va être compliqué d'en sortir. C'est un écosystème, c'est comme Apple. Il y a des fanatiques, d'Apple et je le comprends, c'est une suite, qui est bien faite, hyper intégrée. Mais dès qu'on commence à regarder un outil qui est pas Apple, on se dit: «Ah, je vais mettre en l'air l'ensemble de mon écosystème». On dit: «Je peux pas, je dois continuer en Apple» et on va payer un premium tout le temps et on va racheter et on va prendre la compatibilité presque à n'importe quel coût.
Et c'est en ça qu'on est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on doit veiller au coût et à la bonne utilisation des deniers. C'était le terme dans le public, la bonne utilisation des deniers publics. Donc on a quand même ce mindset, ce côté achat. La négociation qui est, significative dans notre métier. Mais pour moi, le premier métier d'un acheteur, c'est de dérisquer les situations. C'est ce que je dis. Je je j'ai développé des modules de formation pour l'interne, et pour moi, j'insiste, le premier levier d'un achat, c'est la gestion de risque. Si on comprend pas les risques d'un projet achat, on fera un mauvais achat. Si on est drivé que par le coût, alors il y a certaines commodités qui sont drivées que par le coût, hein, bien évidemment, et c'est pas que ça. Actuellement, on en parle de plus en plus, hein. La RSE, les risques cyber, les risques de supply chain. Je pense qu'on l'a vu avec le Covid, c'était il y a longtemps et en même temps il y a pas si longtemps que ça. Le Covid, ça a mis en exergue, heu, la robustesse ou les manques de robustesse, de la supply chain. On s'est dit: «Ah, peut-être que, finalement, le tout globalisé, c'est peut-être pas le meilleur». En plus de ça, il y a eu à un moment donné là, hem, il y a le canal de Suez, qui a été à un moment donné un peu dans un état compliqué. Il y a comme un bateau qui s'est mis en travers et ça a obligé, certains flux à être redirigés en faisant le tour de l'Afrique et en mettant encore plus de temps de livraison, ou alors de privilégier des situations peut-être un peu moins sustainable, mais plus directes avec, des livraisons par avion ou par d'autres moyens, mais en tout cas, les risques supply chain, les risques cyber, les risques RSE, on en parle. Les mono-sourcing, dual sourcing, on en parle et pour moi, c'est le premier métier de l'acheteur. C'est de veiller à ce que ça se passe bien. Parce qu'on peut avoir le meilleur prix du monde, tout le monde sera content sur le moment et encore, faut benchmarker pour s'assurer qu'on a un des meilleurs prix au monde et on va te féliciter pour avoir ça au bon moment. Par contre, à partir du moment où avec ton fournisseur ça coince, tu as fait un mauvais travail. C'est la Mmh. responsabilité de l'acheteur. C'est l'acheteur qui aura fait un mauvais travail. C'est Donc un là, on peu a comme les bien parents. Si l'enfant fait une bêtise, c'est d'un coup oui. chez l'enfant de l'autre personne. C'est pareil dans les achats. Dans les achats, si le fournisseur ne remplit pas son office au moment où on l'attend, ça sera le problème des achats et pas la décision conjointe qui a été prise à l'époque. Et je pense qu'il faut le comprendre et il faut s'en saisir et il faut éviter les situations. On peut pas tout éviter. Il faut alerter, en tout cas informer, documenter, c'est le minimum et en plus d'être schizophrène, on peut avoir aussi tendance à Alzheimer et c'est pour ça que la documentation, c'est clé. Donc pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision à tel moment? Parce qu'une négociation ou une décision, elle est le résultat de facteurs issu du momentum, hein, du moment où on a pris cette décision. Ce qui est vrai hier est plus forcément vrai aujourd'hui et sera encore moins vrai demain. Ou alors comme la mode pourra être vraie hier, pas aujourd'hui, mais sera vrai encore demain. Ça dépend. Et il faut savoir documenter de pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision à tel moment. Pour retracer. Parce que, on a tous une vie, on dort tous la nuit, en tout cas j'espère pour tout le monde, et on peut oublier. Mais après, il y a aussi un turnover dans les entreprises, que ce soit au niveau des achats, des clients internes, des décideurs internes, du CODIR. Et c'est de leur dire: «Non, non, bon, tu as tout à fait raison avec ta vision d'aujourd'hui ou parce que tu as un œil neuf, parce que tu viens d'ailleurs et que tu as vu ça sous un angle différent et c'est une vérité, c'est la tienne et ça peut être la nôtre maintenant, mais notre vérité du moment où on a pris la décision, c'était celle-ci et c'est comme ça qu'on a arbitré». Documenter, c'est clé. En effet, c'est très intéressant. Alors, j'interviens aussi dans des masters, on aborde souvent ce sujet à travers la partie, logicielle, mais là, ça va pas être le sujet principal de notre discussion. Là, tu as cité beaucoup de responsabilités de l'acheteur, donc le coût, le TCO, la satisfaction interne des clients, tout ça, ça se mesure assez bien. Satisfaction interne, on peut interroger les gens. C'est TCO, chronophage, mais alors ça se fait. les coûts, bah, c'est le plus simple. On a je grossis le trait, on a une ligne et tu parlais de smart mesure. Du coup, est-ce que tu as mis, toi, en place des outils de mesure de ce risque? Est-ce qu'on arrive à vraiment à le mesurer et quel indicateur on met dans une direction achat pour aller réduire ce risque? S'il y en a? Ouais, il y en a toujours. Heu, c'est nous ce qu'on a mis en place, assez récemment, mais je l'ai pas inventé, hein, mais en tout cas chez Fujitsu, on a mis ça en place, avec les fournisseurs. C'est une sorte de contrôle continu, on va appeler ça comme ça. C'est du supplier management, hein, du vendor management, on l'appelle comme on veut. Et c'est un exercice annuel, en tout cas on essaye de l'avoir, de manière annuelle, ce qui n'empêche pas, contact beaucoup plus régulier que ça, mais en tout cas, on a un 360 avec un panel de fournisseurs restreint, qu'on va appeler des partenaires, hein, même si au sens propre du terme,
ça se discute, c'est pas des vrais contrats de partenariat, mais en tout cas, c'est nos top fournisseurs, avec lequel on a un potentiel de développement supérieur, avec lequel on est bien sûr pas en concurrence, en tout cas pas trop, pas en concurrence, pleine et entière, et on va avoir ça en place. Il y a effectivement différents indicateurs pour faire ce 360 comme je dis annuel, donc c'est-à-dire que le principe de ce meeting qui va être préparé en avance, et de manière bilatérale, c'est, comment faire mieux ce que l'on fait actuellement et comment faire plus. Comme je dis, il y a des périodes de vaches, maigres et des périodes de vaches grasses. On est sur des années de business compliquées, d'un point de vue, européen et d'un point de vue mondial, hein. Je pense que c'est un secret pour personne, hein. Le contexte géopolitique joue énormément. Il peut y avoir un peu de sclérose dans certains domaines, et donc avec les fournisseurs, on met en place un certain nombre d'indicateurs pour s'assurer que ce que l'on fait déjà actuellement ensemble, ça se passe bien. Ou en tout cas identifier qu'est-ce qui pourrait mieux se passer et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça se passe mieux. Et une fois qu'on a identifié ça et qu'on va tenter d'y pallier, il y a bon OK, maintenant qu'on s'est dit ça, parlons vrai, parlons business. À un moment donné, c'est ce qui intéresse tout le monde, c'est ce qui intéresse les entreprises, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus de business ensemble. Et donc ce 360, il est fait au niveau, des directions de notre direction et de la direction de nos fournisseurs, partenaires, et on va parler de notre relation, vous et nous, notre relation conjointe avec nos clients finaux. On va parler de nos aspects commerciaux, nos aspects contractuels, ce qui nous autorise à faire, où est-ce qu'on peut voir éventuellement des limitants et comment on peut y pallier. Ça va être les qualités de services perçues et réalisées. Comment est-ce qu'on peut améliorer? Parce qu'à un moment donné, si on prend des fournisseurs, à un moment donné, il faut aussi savoir leur faire confiance. On monitor la confiance, mais il faut savoir leur faire confiance. Si on prend des fournisseurs, c'est qu'on a foi dans leur expertise. Si on les prend, c'est parce qu'on considère qu'ils sont compétents et experts dans ce domaine, à un moment donné. Soit on l'a pas, soit on n'en a pas assez chez nous, mais si on prend des tiers, c'est parce qu'on juge qu'ils sont aptes, et donc il faut savoir aussi leur demander leur point de vue sur: «Bon écoutez, vous avez un panel de clients qui est bien plus divers, que notre propre personne ou les différents comptes que l'on a la chance de voir ensemble. Est-ce qu'il y a des meilleures manières de faire? Comment est-ce qu'on pourrait rationaliser? Comment est-ce qu'on pourrait faire les choses mieux?» Sur la manière dont on fournit le service. Ça va être donc après des aspects de transformation, d'innovation, de valeur ajoutée, et il y a un volet ESG. Il va s'appliquer avec plus ou moins de force en fonction des différents fournisseurs, en fonction de l'impact ESG qu'ils peuvent avoir. En tout cas, du E, du S ou du G, pas forcément, c'est pas obligé de voir l'ensemble du trigramme avec chacun, mais on a mis ça en place. On appelle ça, nous, chez nous, beaucoup d'anglicismes, et puis on a une entreprise globale, donc on appelle ça les Supplier Relationship Management Meetings. Ça tous les ans. On prépare ça avec, chez nous, ce qu'on appelle les SDN, donc en gros les responsables du delivery, des opérations clients qui sont en charge des comptes clients. On voit ça avec eux, avec les fournisseurs qu'ils ont actuellement, en gestion, dans le cadre du déroulement des opérations des passations de service des clients, et on convoque notre direction et la direction de nos fournisseurs dans un meeting face à face, tant que faire se peut, et on voit l'ensemble. Et c'est-à-dire que nous, on prépare ça, on diffuse au préalable le template qui va être utilisé avec ces fournisseurs, hem et on leur dit: «Bah, nous, c'est ce qu'on compte préparer. C'est une analyse critique, ce qui se passe bien et ce qui se passe pas bien». Ouais. Le but, c'est d'être franc, ce meeting ne sert à rien, honnête, et vous faites la même chose sur nous. Vous nous critiquez, positivement, négativement, en fonction de ce que vous percevez, et et le but, c'est de pallier à ça, avoir un plan, d'avoir un plan d'action, identifié, plan d'action, donc c'est-à-dire avec, un calendrier, des responsables d'action, de les piloter et de les mener à bien, et de mettre ça en place tous les ans, et de noter l'évolution d'une année sur l'autre sur est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est moins bien, est-ce qu'on est stable, et tant sur le mieux que sur le plus. Et donc ça, c'est Ah, une action concrète qu'on a mis en place. alors ça, c'est super, en effet, c'est concret, mais dans la pratique, c'est très chronophage au final, donc on peut le faire sur un nombre assez restreint de fournisseurs. Comment on choisit les fournisseurs ou les catégories qu'on va mettre dans dans ce plan? Ah ouais, tu as tout à fait raison, c'est très chronophage, mais je pense qu'il faut aussi savoir prendre le temps, à un moment donné. Vaut mieux anticiper, better be safe than sorry, c'est ce que disent nos amis anglais. Heu, donc vaut mieux anticiper et résoudre les problèmes quand ils sont naissants que quand ils sont irrémédiables, évidemment. C'est très chronophage, et donc nous, on le fait sur un panel de 3 à 5 fournisseurs, au niveau local. Pourquoi? Parce que, je te l'ai dit avant, j'ai pas non plus une équipe pléthorique. Donc pour préparer ça,
j'ai un nombre de personnes limité, donc un temps limité. Les journées font que 24 heures et je pense que personne ne veut dédier les 24 heures de toutes ces journées au travail, soyons honnêtes. Et puis surtout, il y a des dossiers à peu près concrets et réels à gérer, donc on n'a pas que ça. Mais donc déjà, j'ai un nombre de ressources limité. Donc on va se focaliser sur les fournisseurs les plus importants en termes de chiffres ou en termes d'impact. Ou en tout cas avec ceux avec lesquels on pense qu'on a un potentiel de développement plus important. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est, comme j'ai dit juste avant, on est une entreprise globale. On a, des pilotages globaux, des pilotages régionaux. Donc quand je dis régionaux, je parle de continent, d'Europe, par exemple, dans notre cas. Et après, on a le pilotage local. Des fournisseurs qui ont déjà ce type de gouvernance en place au niveau global ou régional, on va pas s'amuser à rajouter une strate locale, en tout cas pas aussi formelle. Et donc on va prendre vraiment nos fournisseurs, nos top fournisseurs locaux, ceux qu'on n'a pas que dans notre business local et ceux avec lesquels finalement on a un PNL à gérer, purement localement. In fine, on reste avec des PNL à gérer, localement. Et eux, ils sont en contact avec un écosystème de clients qui sont locaux et nous, Fujitsu, France, on a un mandat pour gérer nos clients locaux. Pas mandat, on ne peut pas aller sur les plates-bandes de nos amis allemands. Moi, j'ai la chance d'aller sur les plates-bandes allemandes puisque ça fait partie de mon périmètre, mais je gère avec le business allemand. Et la France n'empiète pas sur l'Allemagne, l'Allemagne n'empiète pas sur la France. Alors, on peut avoir des clients locaux qui ont des filiales, elles, dans d'autres pays et ça, on va les gérer via la localité, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est géré. Donc on va prendre nos top fournisseurs, on va analyser, on regarde ceux qui font sens. Dans nos top fournisseurs, cet éditeur, je veux dire Microsoft ou ServiceNow, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires avec eux, par an, et ils sont gérés au niveau global. On va pas leur rajouter une stratégie et on va prendre nos fournisseurs de prestations de services en général. Que ce soit du service et prestations intellectuelles, que ce soit de prestations logistiques, hein. Tu auras compris que c'était assez important chez nous. Prestataires logistiques en font partie, entre autres. Et ce sont ces fournisseurs qu'on va prendre en pilotage local. Mais est-ce que tu penses que si tu avais mis ça en place avant la défaillance de ton fournisseur logistique, cette méthode t'aurait permis de le détecter? Parce qu'en fait, là, on parlait tout à l'heure de quelque chose qui était assez compliqué à voir, c'est le taux de dépendance à un autre client et comment on va chercher ce type d'information? Malheureusement, je pense que rien n'est bulletproof et comme je dis, moi, je suis toujours très à l'écoute d'amélioration. C'est-à-dire, faut toujours être critique, savoir être autocritique et écouter la critique, des autres. Alors, critique, qui sert à quelque chose, hein, critique constructive, mais ce modèle d'ailleurs, je l'ai pas inventé, hein. On le mettait en place à l'époque chez Cap, je l'ai mis en place à l'époque chez Media. Je pense que n'importe quelle entreprise qui a une équipe, d'achat et assez mature, le met en place, mais c'est pas bulletproof. À un moment donné, on peut passer entre les mailles du filet sur certains problèmes et je suis pas persuadé qu'on ait pu l'identifier. Quoi? À un moment donné, on est limité à la transparence et aux aveux je vais pas dire d'échec, puisqu'on va dire si on l'a identifié au préalable, ça aurait pas été un échec, mais en tout cas aux aveux de limitation, de tout un chacun. On reste des humains. Là, c'est un métier très humain, un métier d'humain et on doit faire avec ça et à un moment donné, on est limité à la transparence de nos propres fournisseurs. Alors, on a effectivement des demandes régulières de: «Quelle est, votre, dépendance, à vos clients? Quels sont les secteurs, que vous avez?» Mais on peut pas les obliger, on peut pas leur mettre le couteau sur la gorge en disant: «Si, si, là tu dois me le dire, si tu as des clients, OK, si tu dépends de certains clients à plus de X malheureusement, il est pas tenu de nous le dire de manière, totalement franche et transparente». Et je sais pas si on aurait pu, l'éviter. Peut-être ce qu'on aurait pu éviter, nous, en tout cas à notre niveau, c'est de se dire: «Est-ce que c'est très malin?» À critiquer, attention ce qui a été fait au préalable, mais c'est toujours facile de juger les éléments du passé avec les éléments du futur, mais c'est de se dire: «Si ça pète, est-ce qu'on est bien?» Est-ce qu'on se dit, «Pas de souci, du jour au lendemain on trouve?» Peut-être pas. Maintenant avec les éléments du futur, on se dit: «C'était effectivement peut-être pas le plus opportun» et c'est cette analyse matrice, je sais jamais quelle matrice c'est, ça doit être Schopenhauer, je sais plus laquelle c'est, ça doit je confonds toujours parce qu'on apprend une foultitude de matrices, mais c'est de savoir la gestion de risque. C'est la criticité de ce risque et le risque d'occurrence de ce risque et c'est de se dire: «Il a peut-être peu de chances d'avoir lieu, mais s'il a lieu, ça va pas être très bien» ou «Il y a peu de chances que enfin, il y a peu de criticité, mais par contre, il a énormément de chances, d'avoir lieu» ou alors est-ce qu'on est un peu middle, là-dedans? Et c'est toujours d'avoir cette analyse de risque
et alors de la conscientiser et on en revient à la gestion de risque encore une fois, on en revient au sujet principal pour moi du métier des acheteurs, l'anticipation, la gestion du risque et et c'est de se dire: «OK, sur tel sujet, telle catégorie, c'est critique. Est-ce que finalement, ça va me coûter beaucoup plus cher, prendre beaucoup plus de temps de le dérisquer et d'avoir 2 fournisseurs? Peut-être pas». C'est une analyse de risque, c'est une analyse de critique et après, encore une fois, on n'est pas seul à prendre cette décision, tout comme on n'est pas les seuls à devoir être vigilants. C'est un métier d'échange. Moi, je considère qu'on est le réseau social de l'entreprise. On discute avec tout le monde. On discute avec les RH pour des sujets RH, on discute avec la direction, on discute avec les opérations, on discute avec les sales, les pré-sales, la finance, le juridique. On discute avec tout le monde, on est au cœur de la société, on a cette chance de connaître un peu tout le monde et parfois même d'être connu d'un peu tout le monde et c'est l'échange. Je pense qu'il faut échanger et prendre l'analyse de risque là où elle est et c'est pareil avec le juriste, c'est pareil avec le financier et nous, on a la capitalisation de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est déjà de créer des relations avec les fournisseurs, ça c'est primordial. De mettre une méthodologie de communication avec ses fournisseurs pour être sûr d'aller chercher les bonnes informations et favoriser la transmission d'informations. Mais malgré tout, c'est pas suffisant. Donc c'est pas parce qu'on connaît, qu'on discute bien avec un fournisseur qu'il faut faire totalement confiance. Dans le sens que je dis confiance, on peut travailler avec lui en tant qu'expert, mais on La se repose confiance pas n'exclut pas le sur le fait contrôle. que ça va durer, voilà, pour toujours. Exactement et ça C'est n'empêche ça. de prendre des mesures, malgré que ça se passe bien avec le fournisseur. Si demain ça s'arrêtait, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on revient au tree sourcing, d'essayer d'identifier les catégories ou les typologies de produits ou de services sur lesquels il faut absolument plusieurs fournisseurs. Même Et si c'est c'est plus cher, même si c'est plus compliqué. tu as dit tout à l'heure que c'est pas un sujet qu'on allait évoquer de manière significative aujourd'hui, qui est la gestion logicielle, hein, qui est très, très documentée. Mais si je fais un parallèle rapide, puisque je m'en occupais quand j'étais chez Capgemini, et je critique pas, c'est une très bonne solution, très bon fournisseur. Mais sur l'aspect commercial pur et dur, moi, je me suis occupé de VMware. VMware, ils ont eu la chance, pour eux, je pense, ou forcément pour tout le monde, mais en tout cas, ils ont eu la chance d'être, acquis par Broadcom. Le jour où ils ont été acquis par Broadcom, il y a eu des dégâts dans le marché. Il y a eu des personnes qui se sont plaintes d'avoir des x3, x12 et j'exagère même pas en disant x12 sur leur prix, en fonction de la situation dans laquelle ils étaient. Du coup, on se dit: «Est-ce que d'être full VMware, c'est pas mal? Est-ce que d'être, habillé du sol au plafond VMware, c'est super?» Techniquement, technologiquement, je suis persuadé que VMware, c'est super, pas de souci avec ça. Malheureusement, suite à l'acquisition, et puis une acquisition 64 milliards, je crois que Broadcom a acheté, VMware, 64 milliards. Il est logique pour Broadcom d'avoir un ROI sur cette acquisition. Ils ont sorti 64 milliards. C'est énorme 64 milliards. On a un peu de mal à je pense, on reste des hommes à la fin, enfin des humains. 64 milliards, c'est énorme. C'est une entreprise qui est cotée en bourse. Il faut un ROI à un moment donné et le ROI, ça passe par plein de choses. La rationalisation, que ça soit sur les produits, sur les people, l'augmentation des coûts. Ouais, la transformation de la price list de VMware, elle a été, dramatique pour les clients. Heu, je l'ai vu, je l'ai vécu, anticipable parce que c'est une acquisition qui a quand même pris un peu de temps, 1 an et demi ou 2 ans de mémoire, donc elle était anticipable et surtout il y avait des précédents. Broadcom avait fait l'acquisition de Computer Associates au préalable, ils avaient fait l'acquisition de Symantec au préalable. Il s'est passé exactement la même chose, c'était su et connu. De la même manière, Micro Focus, a été acquis par OpenText. Bah, c'est peu ou prou la même chose. Ce sont des choses qui sont anticipables et connues et quand on est habillé du sol au plafond par des technologies, j'avais fait un parallèle juste avant avec Microsoft, c'est la même chose pour tous. Heu, faut pas oublier les sales, la plupart surtout dans le pas faire une généralité trop grosse, mais surtout dans l'édition de logiciels, malheureusement pour eux ou pas malheureusement pour eux, sont drivés par ce qu'on appelle l'upsell. Ils ont pas tellement de primes ou de variables sur, le renouvellement de ce qui est existant. Ça, c'est presque de l'acquis. Ils doivent renouveler ce qui est existant, c'est le minimum, c'est la base. Mais souvent, leurs variables, ils vont pas le toucher sur ça. Tu as renouvelé sur le périmètre, comme on dit, as is, heu, super, mais tu as fait ni plus ni moins que ton métier, limite on ne te paye pas pour ça. Tu es payé pour développer le client et donc tu n'es payé que sur l'upsell, que sur ce que tu vas vendre en plus et c'est le driver de notre interlocuteur, il faut le comprendre et il faut quelque part s'en prémunir, mais aussi, entre guillemets, «jouer avec». Il faut comprendre nos interlocuteurs et ce qui va les driver, mais aussi y faire attention. C'est une fois qu'on sait ça, c'est de se dire: «Attention, on peut mettre le doigt dans un engrenage qui peut être infini
et une fois que j'ai mis le doigt, j'ai mis l'avant-bras, j'ai mis le bras, je commence à passer la tête et c'est se dire à un moment donné quand est-ce que la gueule de mon fournisseur va se refermer et je vais être bloqué. Et il faut faire attention à l'ensemble de ces risques. Ce qui veut pas dire que c'est pas des super fournisseurs et des super technologies, c'est avoir la conscience du ROI et quel est le bénéfice pour mon entreprise. On défend notre entreprise d'un point de vue financier, d'un point de vue risque, d'un point de vue valeur ajoutée. Et là, ton histoire qui en est une autre, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'un risque n'est pas qu'un risque de défaillance, mais un risque de dépendance au prix de son fournisseur et j'imagine qu'il y en a plein d'autres, de risques dont on parle pas aujourd'hui. Et ça veut dire que la communication avec le fournisseur, pareil, ne suffit pas. On a parlé un peu du B-sourcing et là, tu, parlais presque de veille aussi sur les fournisseurs du coup, parce que en se renseignant et en sachant l'environnement économique et la vie de l'entreprise de son fournisseur stratégique, on peut peut-être aussi identifier ou prévenir certains changements. 100. Ah moi après, j'ai la chance d'avoir ce vernis de catégorie management, quand j'étais, chez Capgemini. J'ai toujours ces réflexes, c'est la veille marché, c'est les 100 de la veille marché. Que ce soit l'économie de nos fournisseurs directement, que ce soit l'économie du marché. Le marché du logiciel, alors il y a pas un marché du logiciel puisque, il y a la cyber, il y a la data, il y a l'AI, il y a l'infra, il y a tout ce qui est lié au mainframe, les bases de données. Le logiciel, c'est j'ai tendance à le dire en rigolant assez souvent, mais bon, on éternue sur un clavier, on a fait une ligne de code, il peut y avoir demain une nouvelle solution logicielle, révolutionnaire. Complexe que ça, bien évidemment pour eux, mais des fournisseurs d'éditeurs, enfin des éditeurs de logiciels, il y en a une tripotée sur le marché et on est sur des cycles d'innovation, des cycles de consolidation. Il faut faire attention à ces cycles. Il va y avoir aussi des cycles où le marché va se tendre. Qu'est-ce qui se passe quand le marché se tend dans le logiciel? Il y a plus d'upsell, en tout cas pas organique. C'est-à-dire, il se fait de manière, naturelle, parce qu'il y a de l'argent entre guillemets «à dépenser», il y a des ROI, le marché va bien, il y a de l'argent, on peut le dépenser, on a des nouveaux projets, de la transformation. Quand le marché se tend, on est plus attentif à où est-ce qu'on va dépenser notre argent. Les décisions peuvent être plus longues. On commence à faire des POC, à des proof of concept comme on dit, donc du testing de solutions. On va prendre 6 mois, 1 an, après on dit: «OK, on va peut-être faire un RFI, on va peut-être faire un RFP». Après, on va mettre 6 mois, 1 an à prendre une décision, ce qui est des fois un peu contradictoire avec des sujets d'innovation, bien évidemment. On parle de l'AI, aussi faire attention entre, voir l'AI très rapidement et voir l'AI qui fait sens quand on va le mettre en place. C'est pas neutre en termes de coût. Mais qu'est-ce qui se passe quand le marché se tend? Il y a plus d'upsell, moins d'upsell chez les fournisseurs. Donc s'il y a plus d'upsell organique, il va y avoir des upsells contraints. Les upsells contraints en édition logicielle, c'est quoi? Des audits et des éditeurs qui sont plus ou moins connus pour avoir des politiques d'audit. Je ne vais pas les citer, mais il y a des éditeurs très connus, en tout cas qui ont été très connus sur le marché pour faire des audits. Bizarrement un peu moins ces derniers temps parce qu'ils ont des très gros succès, notamment dans le cloud et donc ils ont fait moins d'audits parce que le business était florissant de manière organique. Mais le jour où le business redevient un peu plus compliqué, il y a des risques d'audit et nous, en tant qu'acheteurs, il faut qu'on fasse attention à ça, il faut qu'on perçoive les signaux faibles. On reste un métier d'humain. Si on a la chance d'être en relation et régulière avec nos interlocuteurs, on perçoit ces signaux faibles. Encore une fois, on est un métier d'humain. C'est que par l'échange, savoir on peut comprendre qu'à un moment donné, il va être un peu gêné aux entournures. Ah, il va commencer à dire: «Ah, vous êtes sûr de l'utilisation de votre parc? Est-ce que vous avez les bonnes licences au bon endroit? Est-ce que vous avez les bons volumes?» Quand on commence à avoir des petites questions comme ça, il faut aller voir notre IT interne. «Dites-moi, on est sûr là de ce qu'on a contractualisé, de ce qu'on a acheté versus ce qu'on utilise?» parce que souvent les éditeurs, de plus en plus, c'est un peu les vannes ouvertes, c'est-à-dire: «Non, vous n'êtes pas restreint. Si vous voulez déployer, vous pouvez déployer parce que, bah, on voudrait pas que vous soyez gênés dans vos déploiements. On peut pas se priver d'un succès et ça serait quand même idiot que vous soyez limité à un moment donné, déployer, tant que ça fait sens dans votre société. À un moment donné, il faut qu'on place des commandes, il faut qu'on règle des factures et si on n'a pas les bons contrats, ou les bonnes commandes, on risque d'avoir un décalage entre ce que l'on consomme versus ce sur quoi on s'est, committé et il faut commencer à aller voir notre IT en disant: «On peut faire un petit état des lieux, anticiper et régulariser au préalable». Parce que si on se fait auditer, c'est trop tard. Si on se fait auditer, c'est trop tard. Généralement, quand tu as un fournisseur fait un audit, c'est qu'il le sait déjà. De plus en plus avec le SaaS, de toute façon, il monitor de manière, totalement transparente, actualisée, de notre consommation. Donc il faut faire, très attention à ça. Donc les audits, c'est un risque.
su et connu avec certains éditeurs plus que d'autres d'ailleurs. Et comment on pousse un acheteur, vu que tu es manager d'une équipe d'acheteurs, à être impliqué, à faire cette veille? Est-ce que pareil, tu as des indicateurs? Tu leur poses des questions? Comment on garde cette culture dans l'entreprise d'être toujours attentif à ces signaux faibles ou signaux même très forts parfois? Comme tu disais, l'achat de VMware par Broadcom, c'était su et depuis longtemps. Comment on intègre ça? Il y a plusieurs vecteurs et puis après il faut aussi identifier, son équipe, savoir comment elle fonctionne, hein. Et ça va être soit de les stimuler, de les intéresser, c'est le rôle aussi je pense d'un manager, c'est de, entre guillemets, «leur sortir la tête de l'eau ou du guidon», c'est-à-dire, très bons acheteurs à très bons performeurs, aucun souci là-dessus. C'est de leur dire: «Il y a un monde un peu plus vaste que celui que tu peux apercevoir, tu vas très vite», mais comme on le sait, hein, la vitesse, a tendance à faire qu'on a la vision un peu plus, étriquée malgré nous et il faut savoir à un moment donné prendre du recul et c'est forcément plus facile de prendre du recul quand on a un pied dans l'opérationnel, mais un pied pas dans l'opérationnel. Quand on a les 2 pieds, et un peu plus que ça dans l'opérationnel, on a tendance à être très, très focalisé et c'est notre rôle, je pense, en tant que manager de, les intéresser, de leur pousser de la documentation, leur pousser des fois des webinars. Je pense qu'on est assez gâté en webinar, en podcast. Peut-être que le podcast qu'on tourne aujourd'hui, j'aurai la chance d'intéresser d'autres personnes et d'avoir éveillé certaines personnes par certains de mes propos, tout comme moi je le fais en écoutant d'autres personnes en podcast, participant à des webinars, des tables rondes, des conférences, en écoutant mes fournisseurs aussi, ils me disent: «Bah, voilà, on a un nouveau marché, des nouveaux produits. Peut-être que vous n'avez pas besoin là, mais écoutez ce fournisseur», parce qu'on dit: «Bah, nous, on vous connaît pour ça et ça se trouve, vous faites plein d'autres choses. On est intéressé de savoir ce que vous faites d'autre» et c'est l'écoute. Donc globalement, c'est l'écoute, l'écoute active. On a la chance, je considère que c'est une chance en tant qu'acheteur, d'avoir plein de vernis. On est, shiny comme on dit maintenant, on a plein de vernis, plein de couleurs différentes. On doit être intéressé sur les aspects finance, intéressé sur les aspects, juridiques, sur les aspects un peu partenarial, sur les aspects business, sur les aspects, technologiques. Mais in fine, malheureusement, sauf à être dans une catégorie et expert dans sa catégorie, on est généralement un peu expert en rien à la fin, mais on a un vernis sur tout. On peut nous lancer sur n'importe quel sujet, on a à peu près un vernis, on peut t'en parler. On pourra peut-être pas t'en parler pendant 3 heures, mais en tout cas, on peut à peu près te parler de tout, parce qu'on a ce vernis et on doit savoir parler d'un peu tout. Hem et je moi, encore une fois, moi, quand je fais ma formation auprès des équipes, je fais un PowerPoint, je fais une formation. Quand je fais les premières salles qui sont, procurement b.a-ba, hem et je le dis, la première responsabilité d'un acheteur, c'est la gestion de risque et pour avoir la meilleure gestion de risque possible, c'est d'avoir les cultures éveillées et après on va parler du prix. Mais il faut être éveillé et pour être éveillé, il faut être attentif et cultiver son réseau, c'est vrai pour un jeune acheteur pour sa carrière, c'est vrai pour un moins jeune acheteur pour, faire son métier de la manière la plus adéquate ou pour aussi cultiver son réseau et sa carrière, hein. Je veux dire, la carrière, elle est à tout âge, hein, de toute façon. Bencher, c'est pas uniquement, le prix. Bencher, c'est, les solutions, les manières de faire, c'est un peu tout et il faut la formation. La for Ça passe par la formation que moi je peux faire, mais aussi des formations aux techno. Heu, comprendre c'est quoi le cloud? C'est quoi l'IA? C'est quoi, je sais pas, le software asset management? On parlait, rapidement tout à l'heure de la gestion logicielle. Cultiver des alliés en interne, soit pour notre culture personnelle, soit pour faire front commun et je pense que c'est aussi une chance dans les achats. Moi, j'ai pas mal de connaissances ou d'amis qui ne sont plus acheteurs. Soit ils sont passés côté sales, on appelle chez nous les traîtres, soit, ils sont passés côté, SAM, Software Asset Manager, ils sont passés, Contract Manager, donc avec un volet un peu plus, juridique, où on a aussi des juristes qui sont passés côté acheteur, c'est des métiers un peu perméables, heu et on cultive des alliés, on cultive des affinités et on a cette chance, je pense actuellement, à pouvoir avoir des passerelles et à s'éveiller à faire autre chose et à la fin, je pense qu'on est un peu tous acheteurs. D'ailleurs, on le rencontre assez souvent des fois à notre malheur, hein. On dit: «Oui, mais moi aussi j'ai acheté». D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que si on se focalise que sur le prix, le risque, c'est qu'on ait des prix internes et dit: «Non, mais c'est gentil, j'ai fait ton travail, j'ai négocié mes 5 avec le fournisseur comme tu l'aurais fait dans tous les cas». Coucou ce panier. C'est limite la discussion qu'on peut avoir avec certains interlocuteurs qui sont un peu rigides. Et nous on dit: «Bah, écoute, c'est très bien, j'ai aucun doute que tu saches aussi bien négocier que moi», même je suis pas moi personnellement, je suis pas le meilleur négociateur que je connaisse, hein. J'ai des amis, des connaissances qui négocient bien mieux que moi et
bah, OK, tant mieux, c'est très bien et c'est super que tu saches me négocier avec moi, pas de jalousie, au contraire. Bah, viens avec moi pour ce dossier, vu que tu négocies mieux que moi, toi tu vas être focalisé, il y a le good cop, bad cop, des fois ça arrive aussi. Toi tu vas faire la négo et moi je vais faire autre chose. Je vais discuter d'autres choses. La valeur ajoutée, si on se focalise trop sur le prix, attention, en fonction de notre catégorie, en fonction de si c'est de la pure commodité ou de la valeur ajoutée, mais je pense que si on s'enferme dans le métier, de cost killer de prix, on est foutu. Enfin, honnêtement, on est remplacé, par d'autres personnes, on peut être remplacé par l'IA. Si on fait que d'études de prix, c'est foutu. Il faut savoir faire autre chose. La valeur ajoutée, elle est pas que dans le prix. C'est sûr, bah, là, ça aurait été un peu le maître mot et du coup, pour mettre ça en place, on a dit pour le risque, bon, beaucoup de formation, pousser à la veille, savoir mettre des mesures sur le risque. On s'est dit mettre surtout de la relation, de la collaboration avec les fournisseurs et c'était intéressant aussi cette expérience sur le réseau parce qu'on voit très bien du côté le commercial, on imagine très bien être un métier de réseau à fond. Alors qu'on pourrait se dire, il pourrait se contenter de faire des offres, quoi. Alors que et du côté acheteur, on le perçoit peut-être un peu moins. En tout cas, peut-être aussi de l'extérieur, peut-être que tous les acheteurs vont se retrouver dans ce que tu dis, mais des fois, j'ai l'impression que les acheteurs sont un peu moins dans cet effet réseau. On le voit, j'ai la chance de participer, à des événements achats. Les événements achats, ils sont sponsorisés par des partenaires, ils sont sponsorisés par des fournisseurs, donc il y a des sales à ces événements achats qui, je vais pas exagérer, c'est pas 100, mais qui vient vers toi dans un événement achat? C'est souvent pas un autre acheteur, c'est souvent pas un responsable d'achat. C'est souvent un sales. Il va aller vers toi, il va venir et «Ah ben, tu fais quoi? Ah, tu es dans telle entreprise» et souvent on va dire: «Ah bah, c'est un des sales des partenaires». C'est un peu souvent lui qui va faire le pas, il va venir spontanément. Après bon, entre acheteurs, quand on connaît quelqu'un de vue ou quand on sait que quelqu'un fait, bah, un podcast, un webinaire, on dit: «Ah tiens, j'avais pas mal aimé ce qu'il avait raconté là, je vais aller le voir pour un peu creuser le sujet». C'est un peu comme ça qu'on se fait entre acheteurs. Si on trouve un intérêt commun. Un sales, son intérêt, c'est de vendre. Qui va venir et son but, ça va être de te vendre quelque chose. Donc forcément, il va être très réseau parce que lui, il a un but. Acheteur, parler avec d'autres acheteurs, c'est la curiosité. Il a peu de bénéfices, si ce n'est sa culture personnelle à aller discuter avec quelqu'un d'autre, mais il a pas un bénéfice direct et concret. Ou peut Mmh. être direct et concret, mais pas autant qu'un sales qu'il a autant qu'un sales a à faire un forum. D'ailleurs, quand les sales font des événements, enfin quand il y a des événements sales, des événements, des pas des kick-off, mais si ça peut être des kick-off business, c'est des événements de sales, mais qui invitent quoi? Ils invitent des clients, ils invitent, des acheteurs, des décideurs, opérationnels, des décideurs stratégiques des entreprises, mais c'est pas des événements de sales pour que les sales parlent entre eux, au final. Donc oui, les sales est un métier de réseau, achat est un métier de réseau, je pense au même titre, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que c'est les acheteurs, c'est un métier de réseau, juste pour mieux faire son métier. Ça, il faut avoir une vision un peu plus long terme, en fait, dans le réseau À et dans 100 sur relation enfin, on est client. des acheteurs B2B. Moi, c'est très vrai parce que j'ai un métier de business, parce qu'on fait du business avec certains de mes fournisseurs. C'est peut-être un peu moins vrai sur des acheteurs de clients finaux qui voient un fournisseur comme fournisseur. Voilà, vous êtes mon fournisseur de logiciels RH, on fait un business sur le logiciel RH, mais j'aurais pas le loisir de faire un business avec vous sur autre chose. Vous faites du RH, vous faites du RH, il y a pas tellement de continuité et puis vous avez un impact business neutre pour moi. Vous êtes pur OPEX, vous êtes absolument pas un driver de business. Donc c'est très vrai pour ce qui me concerne, hein. Mais on fait du B2B, c'est-à-dire qu'on fait du métier de relation long terme. Si on veut faire des coûts, parce qu'en achat, ça marche pas, une relation avec un fournisseur, c'est pas 2 jours, quoi. C'est, quelques mois, quelques années, voire à l'époque du mainframe ou dans l'industrie, quand on achète de la machine-outil dans l'industrie ou du robot, pour l'industrie. J'achète pas son robot pour 3 ans. On achète son robot pour 10, 15, 20, 25 ans. Tant que le robot il fonctionne et qu'il me permet de tenir une cadence de production, mon robot il va tenir. Donc c'est de la relation long terme, il faut gérer son risque encore une fois, parce que si on a un fournisseur qui est un peu bancal et qu'on achète quelque chose pour 20 ans, donc oui, long terme, très clairement. Et donc là, si tu avais un conseil, assez concret ou quelques conseils, alors je sais qu'on a dit beaucoup de choses, hein, donc c'est pas grave peut-être si on répète certaines parties, à un acheteur ou un manager achat qui nous écoute et qui aujourd'hui se dit, «Ah mince, mon risque au final, c'est vrai que moi dans mon organisation, on ne le mesure pas, il est pas pris en compte», qui souhaite mettre quelque chose, quel serait ton conseil, quoi? Par où il devrait commencer? Comment il devrait organiser sa s ou commencer à transformer sa fonction achat? Première réflexion, c'est de se dire: «Lequel de nos fournisseurs
Si jamais le fournisseur il pète, lequel ça va mettre en difficulté? Moi, en tant que fonction achat ou mon entreprise, pour tourner? Lequel? Lequel est critique? Déjà, je pense que c'est assez identifiable. On part de ça, on prend son spend. Attention, la criticité, c'est pas uniquement qu'une question de spend, hein. Mais déjà, si on a son top fournisseur, on peut se dire déjà, si on dépense, plusieurs dizaines de milliers avec ce fournisseur, c'est plus critique que celui-ci où on dépense, quelques dizaines de milliers d'euros. Pas une vérité absolue, hein. La criticité se mesure pas qu'au niveau de la dépense. Bon, quand même, on aura plus de difficultés à quitter un fournisseur à 10 millions qu'un fournisseur à 10 000 €. On peut partir de là, ça peut être un point de départ parmi tant d'autres. Ça Genre peut le être une pen, discussion, Intralgic, arthralgique, si. chose, très classique, hein. D'accord. Encore une fois, je prétends pas avoir inventé, les choses que je mets en place au quotidien. Discussion quotidienne, mais c'est de se dire: «On a vécu un certain nombre de crises ces dernières années, légèrement, heu, des guerres, ça te fait des pandémies, fait plein de choses et lequel va me mettre dans un embarras, et je vais peut-être me gratter la tête et faire des nuits blanches?» Et déjà, on commence par là. Et ensuite, c'est se dire: «OK, une fois que j'ai identifié ça, c'est quoi la chance, le degré pour qu'il ça puisse coincer à un moment donné?» Oui, c'est plus élevé, moins élevé. Et on fait des ordres de priorisation comme ça. On peut faire des matrices à points, c'est-à-dire qu'on va noter la criticité de ce risque, je sais pas, sur 5, sur 10, sur 100, on fait ce qu'on veut. On fait une échelle de criticité et on la score. On fait une échelle de capacité à subvenir, pareil, on va le scorer sur l'échelle que l'on veut. Celui qui va avoir, qui est en la il va être là-haut, on va dire. On va peut-être commencer par celui-ci. C'est très visuel. C'est dire, on va retourner à l'école, on va prendre un papier, un stylo ou ce qu'on veut, un Excel, on s'en fiche un peu, peu importe la méthode. Et c'est de se dire: «OK, je fais mon truc, je mets mes fournisseurs, je vais les scorer», et c'est de se dire: OK, bah, voilà, c'est simple, hein. Top right, fournisseur, je vais les traiter en premier. Et après, pour convaincre, ça, c'est sa méthodologie à soi pour réfléchir. Le mieux, c'est de pas de réfléchir tout seul, comme ça on a la meilleure vision. Mais une fois qu'on a ça, c'est d'aller voir sa direction. Si la décision, tel ou tel fournisseur est prise par la direction, c'est les informer. C'est notre devoir de les informer. Et c'est leur devoir de dire: «Vu» et sans tape, ou «Vu et station, c'est nous importe très fortement, il faut proposer un plan d'action». Et généralement, il faut quand même venir avec un certain plan d'action. C'est de les quantifier, c'est de se dire: «L'impact, il est ça». On parle à notre directeur financier, c'est de dire: «Eh, c'est simple, si le risque, il a lieu, la conséquence directe qui, toi, directeur financier, va t'intéresser, c'est celle-ci». Si on parle à notre directeur des opérations, c'est de lui dire: «Ah, bah, on on va avoir un arrêt des services et cet arrêt de service, il va durer X temps. C'est quoi ton KPI avec tes clients? C'est quoi ton SLA avec tes clients? 2 jours? Bah, le problème, c'est qu'on va être en rupture 2 mois. Et donc combien de pénalités? Tiens, en plus, il y a ces pénalités, tu vas retourner voir mon directeur financier, j'avais oublié les pénalités avec les clients. Il y a ça qui s'ajoute sur tout le risque que je t'ai dit avant. C'est d'identifier, encore une fois, ce sont des clients internes, c'est un métier d'humain, il faut savoir leur parler, ce qui va les driver. Notre risque, notre urgence ne va pas être le risque et les urgences des autres. Et il faut identifier ce qui va les interpeller. Et c'est de savoir parler à un codir, c'est de savoir parler à l'opérationnel, savoir parler au middle management, savoir parler au top management. C'est notre métier. Et c'est d'identifier ce qui va les concerner. Et donc un directeur financier, on va dire, risque financier, pas trop obtus non plus, il comprend autre chose que le financier. Ce qui va l'impacter, c'est le risque financier. Ça va driver le PNL. Directeur des opérations, c'est la rupture client, ça va le driver. Directeur général, bon, on va lui faire un peu un combiné de tout ça, peut-être un peu plus édulcoré pour, aller un peu plus vite, parce qu'il a peut-être un peu moins le temps. Mais globalement, c'est le b.a-ba, c'est le b.a-ba. Attention, je ne veux pas simplifier, parce que c'est toujours compliqué d'identifier des risques, mais ça passe par, de la discussion, ça passe par de l'analyse. Et il faut pas dire qu'il faut savoir s'ennuyer parce que je pense qu'on s'ennuie jamais dans les achats. Mais si à un moment donné, il y a un peu moins de business concret et moins d'activité, c'est le moment de faire cette analyse. Se laisser du temps pour le faire en tout cas. Il Ouais. faut se laisser du temps, il faut le prendre. Et puis des fois, c'est de se dire: «Ce fournisseur, il est super, mais m'apporte zéro innovation». Et la question c'est: est-ce que je drive de l'innovation par une nouvelle source? Ou est-ce que je rentre dans une on revient sur la question du partenariat et du 360, ou est-ce que j'aide peut-être mon fournisseur à innover, sa capacité à innover, parce que je pense qu'il en est tout à fait capable, et je pense que si j'arrive à le convaincre et à l'embarquer là-dedans, j'aurai un avantage, moi, en tant que client chez ce fournisseur, parce que je vais revêtir un peu plus d'importance pour lui. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, hein, c'est-à-dire que le fournisseur, il faut qu'on travaille sur notre bonne perception de client vis-à-vis, il faut aussi draguer nos propres fournisseurs à un moment donné, hein. Il y a pas que le fournisseur qui doit nous draguer, par ses bonnes ondes ou ses bons prix. Malheureusement, il y a des domaines dans lesquels il faut qu'on drague nous aussi les fournisseurs.
et c'est de se dire peut-être que si j'ai un peu plus d'importance chez lui, j'aurai des meilleures considérations, peut-être aussi j'aurai des meilleurs prix, des meilleures considérations, meilleur taux de service, meilleure réactivité, meilleur ce que l'on cherche à avoir avec ce fournisseur et peut-être d'être pionnier et encore une fois, avoir confiance dans la capacité, d'expertise de notre fournisseur et aussi savoir aider à se développer. Je pense que c'est ça la relation fournisseur, c'est prendre ce qu'il a à offrir, mais des fois c'est un peu plus. Et on a vu des très belles success stories, de co-création, fournisseur-client, qui font des beaux couples et qui durent et qui perdurent. C'est un métier d'humain à la fin. En résumé, un, identifier les risques en faisant une matrice ou des listes, discuter si nécessaire en interne pour discuter quel est le risque pour les clients internes de la rupture de ce fournisseur. Préparer un plan d'action qu'on va présenter à la direction, direction générale, direction opérationnelle. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben, identifier avec eux les fournisseurs vraiment qui ont le plus d'importance et après, bah, aller discuter, mettre en place des outils de communication, de simplification des échanges avec ces fournisseurs pour aller chercher du risque, parce qu'on l'a dit, hein, mais aussi d'autres choses, parce qu'il y a pas que le risque. Une fois qu'on crée de la relation avec ces fournisseurs stratégiques, on va aller chercher de l'innovation, des moyens de collaborer, de créer plus de valeur ensemble, qui sont pas uniquement de la réduction de coûts, mais c'est qu'est-ce qu'on peut amener dans l'entreprise pour lui donner de la valeur ajoutée sur son marché. C'est Et là, on passe du exactement cost ça. leader au value créateur. Bah, tu fais la transition parfaite avec les derniers éléments que je voulais aborder. Tu l'as dit juste avant, la simplification. Il faut être pragmatique, on a un métier, il faut être pragmatique à un moment donné. Les acheteurs, il faut essayer le plus possible, c'est difficile, on va pas, mais de se détacher du caractère émotionnel. On est un espèce de juge de paix en interne, on n'a pas ce caractère émotionnel. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter que nos sales parlent avec les sales de nos fournisseurs. Ce qui va être driver, c'est de faire du business et dire: «Ouais, presque peu importe le prix, tant que je peux mettre ma marge dessus, c'est qu'on vend au client, mon business il est rentable». Et OK, c'est pas parce que tu as mis une marge qu'on l'achète forcément au bon prix ou aux bonnes conditions, sur le long terme. Donc on a un métier où on doit mettre l'émotionnel et l'affect de côté le plus possible. Heu, mais on doit être pragmatique. On doit être vecteur de simplification et pas de complexification. Je pense que dans l'histoire, les achats, on a malheureusement un peu aussi ce truc de cost killer plus: «Ouh là, je vais rentrer, je vais mettre le doigt dans un engrenage des achats, je vais vous mettre en relation avec mon service achat. Bon, je vais passer de 3 jours à 3 ans, pour décider de quelque chose, ça va être compliqué». Il faut qu'on soit un peu plus pragmatique et orienté business, sans négliger la partie risque évidemment, c'est notre rôle. Mais il faut qu'on comprenne aussi à un moment donné ce qui drive le business. Et après, comme tu l'as dit, pour moi, le dernier point, c'est le point d'orgue, c'est un peu le graal, parce que c'est pas notre fonction première que de faire plus de enfin, que d'apporter du business. On n'est pas sales, on n'est pas business développeur, mais à un moment donné, on est un contact privilégié chez nos fournisseurs. Nos fournisseurs, ils ont des clients et on espère ils ont pas que nous en clients, sinon on revient à la dépendance dont on a discuté juste avant. Mais ils ont un panel de clients et c'est de se dire: «Mais dans vos clients, est-ce qu'il y en a pas certains, on pourrait faire du business avec eux? Que vous pouvez pas nous mettre en relation?» Parce que nous, on fait du business avec vous au bénéfice de certains de nos clients. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres clients que vous avez avec lesquels on pourrait faire la même chose? On pourrait être complémentaires, on pourrait nous-mêmes être votre sous-traitant et donc on a une relation bilatérale. On est votre fournisseur, vous êtes notre fournisseur, on est votre client, vous êtes notre client, ou on va faire de la co-traitance chez certains clients. Pourquoi pas? Ou alors peut-être, bah, juste vous nous faites une mise en relation, on n'est ni sous-traitant ni co-traitant, mais ouais, on l'a fait avec nos fournisseurs, nous. On a des clients qui étaient intéressés, et pas de valeur ajoutée, très peu d'intérêt à se mettre au milieu. On dit: «Bah, écoutez, oui, on va vous mettre en relation, on a des personnes que l'on connaît dans ce domaine. Faites votre business, parlez entre vous, nous on est facilitateurs, un écosystème, on vous le partage». Ça se fait très bien et quelque part, on peut renforcer nos liens avec nos clients de dire: «Ah voilà, on vous a facilité quelque chose, waouh, ça l'a fait pour vous, donc tant mieux. On a une relation qui est peut-être un peu différente maintenant», plutôt qu'un simple fournisseur et on fait pareil avec nos propres fournisseurs. C'est pour ça qu'on a tendance un peu à les appeler partenaires, où on va discuter sur des clients sur lesquels eux, ils vont être prime, des fois pour la relation, la gestion de la relation et on va faire du business et finalement, est-ce qu'on fait des achats? Pas tellement. D'ailleurs, au bout d'un moment, on dit: «OK, très bien, on va travailler sur une opportunité client». C'est plus notre rôle d'entretenir cette opportunité client et là, on va voir notre directeur des ventes, on va dire: «Bah, tiens, avec un fournisseur, on parle d'une opportunité, il pourrait nous mettre dessus, ça fait sens. Tu un account exec, tu as un sales, qui pourrait s'occuper de ça, ça fait partie de sa verticale ou quoi?» «OK, c'est ouais». Bah, je te mets en relation avec, le sales de mon fournisseur et puis il va entretenir. Ça le fait pas, peu importe. Ouais, on travaille avec un écosystème de fournisseurs qui ont eux-mêmes un écosystème de clients. Ce serait idiot de pas le mettre en valeur et de pas les mettre en relation. Donc Là, on ça va essaye encore de le plus faire. loin que le value créateur dont on parle et là, c'est l'acheteur, le nouveau business développeur presque. C'est l'acteur. Bah, alors, il va pas faire de la vente lui, mais étant dans un métier de réseau et d'interaction,
il a des sources d'informations qu'il peut faire remonter à sa direction ou à son équipe de vente ou marketing et cetera, pour qu'il capte des opportunités de marché, quoi. Exactement ça, c'est exactement ça et on revient à l'idée du réseau. Il faut, on reste, je vais le dire, je pense pour la 15e fois, un métier d'humain. Il faut comprendre ce qui va driver les gens dans leur, business au quotidien et une fois qu'on le capte, on peut en tirer des bénéfices et on arrive sur la fonction des achats, value creator, business enabler, on va faire plein d'anglicismes et j'en ai fait plein au cours de du podcast, mais on peut avoir une dimension différente, ce qui peut peut-être d'autant plus nous légitimer pour agripper des strates, codières. Le métier des achats, on n'est pas toujours perçu pour le code par le codir, alors même que souvent on représente une bonne portion de notre chiffre d'affaires, il est dépensé auprès des tiers, hein, quand même, en fonction de là où on travaille et c'est pour ça que si on se focalise que sur le prix, on va être vu comme un exécutant de prix. Si on passe par d'autres, aspects du business qui sont, je pense, pas forcément à négliger, qui font pas moins partie de notre métier, heu, il faut que ça passe par là et j'appelle ça le saint graal parce que pour moi, quand on en arrive là, c'est qu'on a déjà consolidé notre métier de base qui est la gestion de risque, la gestion des coûts. Si on sait pas faire ça, il y aura pas commencé à faire du business enablement avec les fournisseurs, sinon on s'est trompé de métier. On peut directement faire sales ou business developer, autant se diriger dans ce métier si c'est ce que l'on veut vraiment faire, quasiment au quotidien. Il faut avoir une base, sécuriser notre base de métier et une fois qu'on a une base solide, la maturité, le degré de maturité fait qu'on a des discussions 360. C'est très intéressant, ça me fait penser à un autre sujet. C'est l'IA, on en parle beaucoup et souvent on entend l'IA va remplacer l'acheteur parce qu'il automatise des tâches assez opérationnelles au final. Et quand je t'entends, c'est là où c'est la phrase un peu bateau qu'on dit tout le temps mais qui prend tout son sens. C'est que non, l'acheteur ne sera pas remplacé par l'IA parce que l'acheteur est un métier au contraire d'humain. Donc en fait, c'est un métier qui a très peu de chances de se faire remplacer. Par contre, les tâches les plus opérationnelles, à plus faible valeur ajoutée, celles-ci, elles vont pouvoir être automatisées. Bon, alors c'est pas le sujet du podcast, mais Non, mais bon, ça me pour le coup, faisait je demande penser pas à mieux que de me ça, faire remplacer sur les tâches opérationnelles parce ouais. que malheureusement, on reste un métier assez administratif, sur certains aspects. Moi, je Mmh. demande pas mieux. Franchement, j'accueille l'IA à bras ouverts. On est toujours limité sur, est-ce que je peux mettre telle donnée dans telle IA? Plutôt que c'est pas tellement est-ce que j'aurai le résultat que je veux, parce que je pense que maintenant on peut avoir des résultats sur des analyses, en tout cas sur de la mise en forme de données, je pense qu'on a tous les résultats du monde que l'on peut chercher avec l'IA, même son ses applications actuelles, je pense que ça sera encore mieux dans le futur. La question, c'est plutôt: «Est-ce que je peux? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que si je mets ce contrat dans ChatGPT, est-ce que c'est pas un peu con?» Si je peux me permettre, hein, non, on va pas faire ça. Mais le problème, c'est qu'actuellement, moi, l'IA me solutionne pas des sujets. Je voudrais qu'elle me fasse mes analyses de dépenses. Je voudrais qu'elle me fasse mes analyses de contrats, des résumés. Je voudrais qu'elle me cherche toute la data qui est, très chronophage à actuellement à chercher, à compiler, à mettre en place, à traduire. Puisque comme je t'ai dit, je travaille sur plusieurs pays. Pas la chance de parler un très, très, très bon allemand et quand je tombe sur des contrats allemands, malheureusement, moi, je les comprends pas actuellement, les contrats en allemand et donc je suis persuadé que l'IA va nous remplacer sur ces tâches. Pour le coup, moi, je demande pas mieux. Je le Mmh. considère comme ma valeur ajoutée et surtout, je ne veux pas, ou en tout cas le moins possible, passer de temps sur ça. Ma valeur ajoutée, c'est, parler à la machine à café avec les gens. C'est ça ma valeur ajoutée. Mais clairement, bah, on l'aura bien compris. Je te remercie Cédric, en tout cas, j'espère que cette conversation pourra inspirer, toutes les personnes qui vont nous écouter. Avec grand Voilà. plaisir. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli, d'avoir pensé à moi pour ce podcast. J'espère qu'il sera effectivement le plus utile possible pour les auditeurs, hein, et je peux que les encourager. On a dit c'est un métier de réseau et si jamais ça inspirait certaines personnes sur un aspect ou un autre, ou si au contraire ils trouvent qu'il y a de la critique à faire sur ce que j'ai dit, moi je suis très ouvert là-dessus. À partir du moment où la critique elle est constructive et utile, on se connecte. Mon LinkedIn il est, je pense assez identifiable. Ils peuvent venir me voir, on peut discuter de ça, c'est qu'avec grand plaisir. Eh ben, très bien. Encore merci Cédric et comme Cédric l'a dit, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, à regarder, ce qu'il se fait d'autre. Si vous êtes aussi intéressé pour participer à ce podcast et que vous avez, une responsabilité de directeur achat, directeur ou directrice d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à nous solliciter, peut-être apporter un point de vue contraire, même si je pense qu'on va être, pour la plupart d'entre nous assez d'accord avec tout ce que tu as dit, ça pourrait être intéressant.